Si les participants veulent bien prendre place et dans la salle et sur le podium. Je vais me mettre grosso modo au milieu ici. On est un nombre impair, donc voilà, vous êtes 4, donc c'est parfait. Je vais mettre juste au milieu. Il n'y a pas d'ordre. Au feeling, vous êtes la seule femme, si je vois bien les choses de façon réaliste. C'est moi qui viens de bouger la chaise. Non, ça va. C'est pas la peine d'être. Oui, c'est pas la peine d'être. La maquilleuse. Une maquilleuse. Oui, c'est vrai qu'avec ça. Des lunettes de soleil. Sur ces vétos. Non, il y a Tobias. On va essayer de ne pas mettre ça sur les micros. Ah bah oui, parce que je vous ai vu en photo, mais je n'ai pas vu en vrai. Voilà. Ça ressemble. Moi, je n'ai pas d'avis. On va essayer de parler d'école de cinéma. C'est bon, vous vous êtes présenté? Oui, ça y est, voilà, c'est fait. Bonjour, Françoise Arnaud. À la fin de votre session, pour les questions, je prendrai un des micros. Ah d'accord, oui, on en a beaucoup. S'il y a besoin, je peux faire micro en salle. Tobias l'a dit, donc en fait, on a un micro par personne. Oui, enfin, il y avait un micro par personne. Non, personne. On parle tous français. Derrière, tu as le même modèle que moi. Non. Essaye de parler peut-être. 1, 2. Oui, je crois que tu es. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Voilà, comme ça tout le monde a son micro. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir ici pour cette première table ronde. Je suis Pascal Thibault, le correspondant en Allemagne de Radio France Internationale. Et j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'animer cette première table ronde consacrée au pôle de synergie franco-allemand. Et où on va aujourd'hui nous livrer les premiers retours d'expérience. Il y a 2 ans, lors du 67e congrès de la FAFA qui se déroulait à Versailles, j'avais animé déjà une autre table ronde lors de laquelle on avait présenté ces pôles de synergie qui étaient à l'époque encore une idée qui demandait à être mise en place. Donc 2 ans plus tard, on va pouvoir un petit peu voir, tirer un premier bilan, voir ce qui marche moins, pourquoi, ce qu'on peut améliorer, et quel écho cela rencontre sur le terrain. Est-ce que là où ils ont été mis en place, ces pôles, déjà, on voit une augmentation drastique des apprenants d'allemand. Alors, je vous présente tout de suite le plateau qui a un petit peu été modifié par rapport peut-être au programme que vous avez pu découvrir en amont. Je vous présente, alors pour vous, c'est donc de gauche à droite, Caroline Liebig-Dufour, qui est assistante d'allemand, je ne dis pas de bêtises, à Vichy, pays qu'on connaît bien dans le franco-allemand, ville qu'on connaît bien dans le franco-allemand, et qui pourra nous dire elle est en train de lancer un pôle de synergie, donc elle va tout nous dire, comment ça marche, avec qui et quels espoirs elle nourrit. À ma gauche, Philippe Menke, qui est un peu un des
sinon un des pères, en tout cas quelqu'un qui a accompagné ces pôles de synergie depuis leur gestation jusqu'à leur mise en place. Philippe est le vice-président de la FAFA, mais aussi le président de la même organisation pour la Bretagne. Il a aussi une autre casquette. Il est aussi le vice-président du Club des affaires franco-allemand en Bretagne. Puisqu'on parle de synergie, on parle aussi du rôle que peuvent jouer les milieux d'affaires, donc ce n'est pas non plus inintéressant. À sa gauche et pour vous à droite, Thibaut Chebriand, qui est inspecteur pédagogique régional d'allemand au sein du rectorat de Lyon, rectorat dont fait partie la ville de Vichy, n'est-ce pas? Non, c'est raté. Bon, voilà. J'ai pas révisé. Ah d'accord. J'ai pas révisé mes cartes administratives avant de. En préparant l'animation. Et puis last but not least, à ma droite, c'est le monsieur dont on vous a fait applaudir l'organisation tout à l'heure, à savoir Tobias Buteau, le secrétaire général de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Bienvenue également parmi nous. On évoquera aussi quel rôle joue déjà et peut jouer l'OFAGE dans cette aventure des pôles de synergie. Alors, comme l'écrivait autrefois un magazine télé français, il y avait toujours une rubrique pour ceux qui ont raté le début, après le JT. Donc peut-être un petit rappel de ce que sont ces pôles de synergie. Et c'est un peu c'est ce rôle que va jouer Philippe Menke. Alors j'espère que le truc va marcher. Voilà, alors tu vois tout, Philippe, évidemment, puisque tu as des yeux derrière la tête. Tu les as amenés. Bon, parfait. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques minutes pour les changements du PowerPoint, je ne sais pas si tu pourras m'aider ou je le ferai automatiquement. Je fais automatiquement et voilà. Nous rappeler peut-être quelle est l'idée qui a donné naissance à ces pôles. On a aussi un écran de contrôle devant que je n'avais pas vu. Quelle est l'idée qui avait germé et qui avait débouché vers la création de ces pôles de synergie pour lesquels la FAFA jouait un rôle central à côté de l'association de la DEAF, l'association des enseignants d'allemand en France. À toi. Je vais commencer d'abord, bonjour, avec un remerciement à Thérèse Claire, la présidente de la DAF, c'est-à-dire l'Association des enseignants d'allemand en France, et Julie Benke-Tira, qui n'arrête pas à travailler dans son boulot d'enseignante autour d'amener des jeunes vers la langue allemande et aussi les concours Brigitte Sauzet, etc. Elle fait partie de ces professeurs d'allemand et je reviendrai là-dessus parce que c'est important, très engagés. Naturellement, tous les professeurs, que ce soit des professeurs d'allemand, maths, etc., sont toujours très engagés, mais il y en a quelques-uns qui sont plus engagés, qui donnent du temps de leur privé et en fin de compte, qui ont vraiment à cœur de transmettre une culture ou une connaissance. Et Julie Benke-Tira et Thérèse Claire devaient être à cette table ronde et en fin de compte, pour des raisons de santé. Mais voilà, je vous rassure, ça va aller, mais c'était assez problématique et en tout cas ne peuvent pas être ici, on l'a su assez tardivement. J'étais prévu ici, mais plutôt comme un témoin par rapport à la Bretagne, moi qui est né à Brême avec un père allemand et une mère française, grandi dans le franco-allemand et atterri grâce à ma femme allemande que j'ai connue à Paris, qui a voulu délocaliser son entreprise à Rennes et en fin de compte je suis devenu apprenti breton et maintenant je quitterai plus cette région. Voilà. Ayant dit ça, on voit que sur le premier transparent il y avait le mot démarche. Je souligne le mot démarche. On est dans un monde où tout doit toujours aller très très vite. Tout est beau sur Instagram, tout va bien, tout de suite on l'a par Amazon, on commande, et tout d'un coup, on a appris 10 ans d'allemand parce qu'on a cliqué une fois sur un « non, ça ne marche pas comme ça ». C'est une démarche, ça prend du temps, c'est de l'engagement, et c'est la volonté, la curiosité de vouloir apprendre pas seulement la langue de l'autre, mais la culture. Justement, on parlait tout à l'heure de l'IA, en fin de compte, l'intelligence artificielle qui peut jouer un rôle aussi
autour de l'apprentissage de langue et de l'utilisation de langue. Mais il s'agit justement de pas seulement apprendre une langue, mais de la culture de l'autre et d'être curieux, de le rencontrer, d'échanger comme on le fait ici. La démarche, en fin de compte, les pôles synergie franco-allemand, la base, et je m'arrêterai dans 2 minutes, je te promets, sont en fin de compte, c'est en fin de compte l'ADAF qui a mis ça en place, surtout Thérèse Claire, et a tout de suite parlé avec Julie Benkekira, qui est aussi membre de l'ADAF, mais pas seulement vice-présidente de la FAFA. Et en fin de compte, la FAFA a décidé que c'était un projet qui nous semblait très noble à mettre en place. On n'est pas là. Je vois l'OFAGE à droite de moi. Il y a le Fonds citoyen, il y a les comités de jumelage, il y a toutes les instances franco-allemandes, il y a les professionnels du franco-allemand, il y a les bénévoles du franco-allemand. On n'est pas là pour réinventer la roue avec le pôle synergie franco-allemand. C'est en fin de compte de mettre sur des territoires donnés qui ont envie de travailler ensemble tous les moyens pour faire donner envie d'apprendre l'allemand. Et sérieusement, et pas seulement autour de Erasmus, pas seulement à l'intérieur de cours dans un lycée, mais en travaillant avec les forces existantes. Alors en France, ça va être souvent les comités de jumelage, en Allemagne aussi. Ça peut être aussi des DFG, qui Deutsch-Französischen Gesellschaften, qui peuvent prendre le relais. Et c'est justement, tu disais, club d'affaires franco-allemand, c'est entre autres des entreprises, c'est les centres de formation et justement appliqués dans les apprentissages. J'en sais quelque chose, et je m'arrêterai là-dessus, avec la Chambre de commerce de Bretagne, plus le rectorat en Bretagne, quand il y avait vraiment quelqu'un de très, très dynamique, Andreas Leiterholt, qui était très dynamique sur ce genre de problématiques, plus les entreprises, on a essayé avec le CFA de mettre des choses en place. C'était très difficile parce que les entreprises ne lâchaient pas facilement leurs apprentis vers l'Allemagne. Et en fin de compte, il y a eu, entre autres, sur la carrosserie et tout ce qui est auto, au CFA de centre de formation, des profs qui ont vraiment donné beaucoup, beaucoup de temps. Et les jeunes sont partis de Lorient ou de Rennes vers Munich pour travailler dans des concessions de BMW, chez BMW pendant 2 semaines. Et de regarder, ils sont revenus, mais avec un grand, 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 grand sourire. Et ce genre d'expérience, entre entreprises, entre le monde culturel, associatif et les enseignants, ça c'est qui nous tient à cœur. Maintenant, on en reparlera tout de suite, c'est pas ni la FAFA qui peut tirer ça, ni l'ADAF, par contre, c'est quand même plutôt l'ADAF, et ça doit être les enseignants, mais je pense qu'on en reparlera. Ils ont déjà pas mal d'autres boulots, et il faudra voir comment on peut les aider. Merci Philippe pour cette brève présentation des pôles de synergie. On va peut-être voir comment ça fonctionne concrètement et donner pour ça la parole à Thibaut Chet-Briand, encore une fois du rectorat de Lyon. Vous avez des pôles déjà qui se sont mis en place, d'autres sont en gestation au sein de votre académie. Ces différents acteurs que Philippe a mentionné à l'instant, quel rôle ils jouent? Comment ça marche? Ces gens-là ne vont pas forcément dans les écoles. Est-ce qu'ils sont là pour prêcher la bonne parole en quelque sorte, pour dire tout le bien possible de l'apprentissage de l'allemand et convaincre les futurs apprenants, accessoirement leurs parents? Comment ça marche en amont, histoire de comprendre, comme aurait dit un journaliste scientifique français? Oui, c'est vrai que je peux donner donc, de manière très concrète comment ça se fonctionne. Je voulais simplement ajouter un mot en tant que représentant d'éducation nationale, comme inspecteur pédagogique, que ces pôles de synergie sont un des leviers aussi que l'on a dans la feuille de route. Vous savez que l'inspection générale a un comité de suivi, nos 3 inspecteurs généraux, un comité de suivi pour la relance de l'allemand, un comité de suivi qui est qui a vraiment des étapes très très précises et que la DGESCO aussi suit de près. Et nous avons dû, chaque inspecteur dans chaque académie, donner un certain nombre de leviers, mais très concrets, très chiffrés aussi,
pour, je voyais là les chiffres, pour développer le nombre d'apprenants de l'allemand en 6e. Et donc dans ma feuille de route, il y a par exemple, donc cette année, je considère qu'il y a un pôle de synergie dont je vais parler là maintenant qui est actif, et puis comme objectif, dans 2 ans, je me suis fixé 2 voire 3 pôles de synergie actifs. Alors en fait, comme disait Philippe, il y a tout, dans toutes les académies, dans tous les territoires, il y a de toute façon déjà tous les acteurs. Donc il y a beaucoup de comités de jumelage dans l'Académie de Lyon. Et là, je vais parler plus particulièrement de l'exemple de Saint-Paul-en-Jarret, qui est donc un territoire dans la Loire, où il y avait un comité de jumelage, une enseignante très dynamique qui fait elle-même partie du comité de jumelage. Elle est dans 2 collèges, 2 collèges où le nombre d'élèves était particulièrement en baisse ces dernières années. Et puis il y a une entreprise aussi franco-allemande sur ce territoire. Donc en fait, ce qu'il fallait faire, ce terme de synergie, il est très bien choisi, parce que le rôle, je considère que c'est le rôle de l'éducation nationale, de l'inspecteur, parce c'est nous finalement qui avons les différents canaux qui pourront le mieux communiquer entre les comités de jumelage, les établissements scolaires, les professeurs. Donc il a fallu en fait simplement réunir plusieurs fois donc les membres du comité de jumelage, l'enseignante, pour voir comment on pouvait vraiment faire fonctionner mieux, en fait, mieux, parce qu'il fonctionnait, souvent il fonctionne partiellement, mais de manière parallèle. Voilà. Et l'OFAGE a un rôle aussi là-dedans, dans la mesure où les établissements scolaires là dont je parle, il y a des échanges très réguliers entre la ville jumelle et la ville du collège, soutenus par l'OFAGE. Alors comment on procède ? Eh bien là, de manière très, très concrète, disons, trouver d'abord le moyen de sensibiliser les élèves à l'allemand. Il a fallu trouver des professeurs du second degré qui intervenaient déjà sur une forme de projet dans le premier degré. Voilà, donc ça, c'est possible, c'est pas toujours facile parce qu'il n'y a parfois pas les ressources ni dans les écoles, ni dans les collèges. Mais là, il y avait 2 professeurs, en l'occurrence l'année dernière 1 et cette année 2, qui étaient en sous-service et qui peuvent intervenir, si vous voulez, sous forme de projet, déjà dans le premier degré. Parce que comme peut-être que vous vous en rappelez, vous savez que la réforme qu'il y avait eu en 2016, on avait dû aussi, il y avait ce qu'on appelait des bilans de continuité où l'allemand en fait n'était pas enseigné dans le premier degré, où on a dû aussi beaucoup fermer, enfin c'était la réforme de 2016, de l'enseignement bilingue. Donc ça c'est une conséquence aussi, ça a eu pour conséquence la baisse du nombre d'élèves. Donc ça c'est un premier, si vous voulez, première étape que les élèves, donc ça c'est vraiment éducation nationale, donc des professeurs qui interviennent et leur manière de travailler, donc ce sont des projets qui sont menés, qui vont être rendus visibles grâce aux différents événements que le comité de jumelage organise. Et dans ce même territoire, il y a eu la plateforme européenne là, qui a ouvert, donc avec des locaux qui permettent de rendre visibles les petits projets que les élèves vont faire. Donc ça va être à la fois peut-être des projets, là il va y avoir certainement une petite exposition, des scénettes qui vont être montrées, voilà, pour qu'il y ait, si vous voulez, vraiment une interaction, et puis que les élèves aient bien l'impression que l'allemand, et ça c'est vraiment important, il me semble, que l'allemand c'est pas que dans leur collège, qu'à l'école, que l'allemand vit, si vous voulez, en dehors, et qu'ils peuvent vraiment avoir un lien avec l'Allemagne et pas que le lien qu'ils ont en classe. Et puis là, avec Madame Girinon, l'enseignante d'allemand, ce qu'on a fait cette année, on n'avait pas fait l'année dernière, on a fait une première réunion comité de jumelage et inspection académique une première réunion réunion avec les parents qui avaient choisi et élèves qui avaient déjà choisi l'allemand. Parce qu'il me semble aussi que c'est vraiment important de montrer aussi à un moment que l'élève qui choisit l'allemand, il a un parcours particulier où il a des possibilités peut-être qu'il n'a pas peut-être dans d'autres langues, et de bien montrer ce parcours du germaniste. Pour les parents, c'est vraiment important de dire voilà, mon enfant choisit l'allemand, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, quelles va pouvoir être ses possibilités. Donc là,
en montrant justement tout ce que le comité de jumelage propose dans cette ville. Et puis là, mardi dernier, on a fait une autre rencontre avec les parents de CM1, CM2, des écoles de secteur, où les professeurs du second degré vont intervenir et pour montrer, en fait, expliquer en fait, cette synergie et comment ils peuvent, même s'ils arrêtent aussi, s'ils ne choisissent pas de faire de l'allemand, comment ils pourront aussi partir et découvrir l'Allemagne, même s'ils n'apprennent pas la langue du partenaire. Voilà. Est-ce que, je me permets de vous couper la parole, est-ce qu'on peut déjà chiffrer, on sait que ces pôles, c'est quelque chose de récent, mais est-ce que vous êtes déjà capable de dire que là où ils ont été mis en place, peut-être, disons à la rentrée dernière, parce que sinon le bilan serait difficile un développement sera encore difficile à quantifier, est-ce que ça a déjà apporté quelque chose en ce qui concerne l'intérêt et l'apprentissage de l'allemand en termes chiffrés? Oui, alors là, c'est vrai que c'est sur une année. Donc, il y avait déjà toute l'année dernière, comme je le disais, un professeur et puis, qui est intervenu en lien avec aussi des événements du comité de jumelage. Donc là, l'enseignante me disait, et puis on a regardé les chiffres, c'est vrai qu'elle est passée d'une quinzaine d'élèves. Elle fait un groupe, on peut prendre l'allemand dans son collège en 6e et en 5e LV2. Après, elle a un groupe un peu différencié. Et donc elle est plutôt passée vers 20 élèves, si vous voulez. Il y a une vingtaine d'élèves, donc c'est de toute façon en allemand, il faut faire par petits bouts, mais des chiffres qu'on a pu constater, en tout cas, ça donne vraiment une dynamique quand même positive. Et je pense, j'espère que dans les autres lieux où on espère implanter ces pôles de synergie, ça devrait fonctionner. Voilà. Et peut-être pour ajouter, et c'est vrai que les professeurs peuvent pas, à mon avis, on va en parler là après, peuvent pas eux-mêmes piloter ce genre. Des professeurs d'allemand ont beaucoup de travail, les professeurs de manière générale. Mais on a demandé, c'est la DEF le dit, le redit, que les professeurs d'allemand ont des conditions compliquées. Donc le rôle aussi des inspecteurs, c'est aussi de travailler aussi pour les professeurs et justement, je crois que c'est vraiment aux inspecteurs d'alléger cette tâche, parce que je pense qu'on va parler un peu plus précisément après comment ça se pilote. Puis il y a une convention aussi que Mme Claire nous a fait passer pour aussi formaliser de manière maintenant précise quels acteurs travaillent dans ces pôles de synergie, pour après aussi avoir des bilans chiffrés plus précis. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai déjà mentionné lors de la présentation du plateau, Caroline Liebig-Dufour travaille donc à Vichy, où vous êtes en train, depuis quelques semaines, c'est tout frais encore, de mettre en place un pôle de synergie. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire, donner l'idée, et quels sont les premiers pas que vous avez déjà faits, les difficultés que vous rencontrez, ou au contraire, est-ce que vous rencontrez parmi les nombreux acteurs qu'on a évoqués de la société civile franco-allemande, est-ce que vous rencontrez un écho, voire un enthousiasme important ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de répondre à la question plus précisément, je tenais aussi faire une petite présentation, puisque comme Philippe Menck, moi, j'étais normalement pas censée d'être en fait sur cette position-là. Donc, c'est Thérèse Claire qui m'a appelée hier soir pour savoir si je pouvais en fait monter sur le podium. Et puis, je l'ai fait avec un grand plaisir. Voilà. Donc, juste une petite présentation, un peu comme vous, un peu tous dans la salle, j'imagine. Moi, j'aime bien me présenter, en fait, un peu comme au niveau de mon identité, comme citoyenne européenne de nationalité allemande qui vit depuis plus de 25 ans dans une double culture franco-allemande à Vichy. Vichy, oui, vous avez aussi, en fait, il y a ce côté symbolique aussi. Mais bon, ça, c'est pas le débat aujourd'hui. Alors, je suis certes donc assistante d'allemand, donc dans l'enseignement de l'éducation nationale que je découvre depuis 2 ans. Auparavant, donc j'avais une autre parcours professionnel, donc j'étais dans un grand groupe en fait en supply chain, donc rien à voir, mais dans l'international, donc ouverture vers le monde, et puis cet international, ça m'a toujours passionné. Il y a 2 ans, comme on avait entendu ce matin, le monde change.
on recherche en fait un peu le sens, l'utilité sociale. Et moi, le franco-allemand, à l'époque, moi j'ai découvert la France grâce à un échange scolaire, comme beaucoup entre nous, j'imagine. Et puis, ce qui m'a ouvert, d'une part, l'amitié vers la France, mais également aussi m'a ouvert d'autres portes vers l'Europe, et puis vers l'international et tout ce côté humain aussi qu'on peut développer. Donc, petite introduction, mais je pense que c'était intéressant d'avoir ce contexte-là. Ce pool de synergie franco-allemand, je suis tombée un peu par hasard en fait sur ce pôle, puisque assistante d'allemand pour œuvrer pour les franco-allemands, donner des cours dans les écoles primaires en initiation. J'intervenais aussi dans les collèges, ou j'interviens dans les collèges et dans les lycées. Et justement, je me suis rendu compte qu'il y a très peu d'élèves, bien évidemment, qui apprennent maintenant l'allemand à l'école. J'ai également rencontré tous les enseignants allemands qui sont très motivés toujours, malgré les pertes en fait qu'ils ont en termes de nombre d'élèves. Leurs conditions de travail aussi qui sont de plus en plus difficiles aussi, puisqu'ils se partagent en fait entre 2, parfois même 3 établissements. Les échanges scolaires qu'ils organisent encore avec beaucoup d'enthousiasme, sont malheureusement parfois pas si évidents aussi à construire, parce qu'il y a aussi toujours en fait le financement, même si bien évidemment l'OFAGE participe, mais d'autres contraintes peut-être budgétaires aussi de la part en fait des établissements scolaires. Il faut remplacer aussi les professeurs quand ils partent en fait pour l'accompagner. Donc ce sont des facteurs qui influencent et qui mènent parfois la vie un peu difficile aux enseignants. Et voilà, donc ils sont toujours motivés, mais voilà, on a besoin d'une petite dynamique. L'année dernière m'est venue l'idée au cours de l'année scolaire dernière, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose à Vichy à l'occasion de la journée franco-allemande, le 21 janvier, et avec des élus de la ville de Vichy, avec des connaissances, avec les professeurs d'allemand, d'euro-allemand également. On a dit, allez, on va organiser quelque chose. Et on a réussi à mobiliser tout un réseau faisant appel aux jeunes ambassadeurs en fait de l'OFAGE, en prenant contact avec l'Europe Direct Alliée en fait qui est à Moulins, voilà, en mobilisant en fait des acteurs autres que uniquement de l'enseignement, de l'éducation nationale, justement pour créer tout un événement, et également en fait en faisant appel au comité de jumelage. Et il y a toute une dynamique qui s'est créée. Et ça a fonctionné, et on a passé donc avec 200 élèves en fait une matinée en fait à la mairie de Vichy, auquel aussi le maire en fait des villes partenaires de Battels par exemple a été en visio toute la matinée. Juste pour vous dire que il y a une perte en fait un peu de nombre d'élèves qui sont là, un peu une perte de motivation, mais il y a un potentiel de dynamique qu'on peut créer si on crée une sorte de synergie. Et et là je viens pour répondre à la question, quand je suis tombée sur le concept de pôle synergie franco-allemand, ça m'a tout de suite parlé. Parce que d'une part, je suis avec un pied maintenant, je suis dans l'univers en fait de l'éducation nationale. Je sors avec l'autre pied du monde de l'économie. Je sais que c'est parfois pas évident en fait de croiser ces deux mondes-là en fait et vraiment créer des liens. Au-delà, ce qui a fait vraiment le déclic, c'est le fait que cette année, en fait, malheureusement, dans le lycée, donc Albert Londres à Vichy, à QC, la classe euro n'a pas été ouverte en seconde, faute de participants. Et pourtant, les chefs d'établissement le maintenaient quand même avec 5, 6, 10 élèves. Donc, il y a quand même aussi un effort qui est fait. Donc il y avait ce déclic-là, et je fais également partie en fait d'un comité de jumelage, et je me rends compte également qu'il est difficile de se rajeunir, d'arriver en fait à capter des jeunes pour pouvoir transmettre tout ce que la génération avant nous a créé.
Quelles sont pour l'instant les premières réactions à cette idée de lancer un pôle de synergie de la part des acteurs que vous aviez sans doute rassemblés pour la journée du 22 janvier? Oui, alors moi je peux dire que toutes les personnes qu'on contacte actuellement, parce que nous sommes dans la phase de lancement, peut-être on pourra montrer l'autre slide, je ne sais pas si vous l'avez. Voici la dernière. Ah, ok. Non, bon, c'est pas grave. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, la démarche était la suivante, c'était en fait un peu une initiative donc des professeurs du lycée, le professeur de euro allemand également du lycée, et nous avons donc pris contact avec l'inspectrice pédagogique régionale pour l'allemand et avec donc Thérèse Claire, la présidente de l'ADEAF, où en fin août, on a décidé, oui, on va essayer de lancer ce pôle à Vichy et l'agglomération. Donc c'est environ, on parle entre 60 000 et 80 personnes en fait de cette agglomération-là. Donc par la suite, on est en train de informer tous les acteurs ou acteurs potentiels du franco-allemand. Donc ce sont des comités de jumelage qui sont, oui, pour justement lancer, donner un nouvel élan, mais également les acteurs économiques et les instances politiques également. Donc oui, donc il y a un potentiel, il y a toute une dynamique qui est en train de se créer. Donc nous sommes dans la phase de début, de lancement, mais il nous est important aussi d'arriver, de créer aussi un cadre politique, que ça soit porté au plus haut niveau. Parce que je pense que seulement l'éducation nationale seule ne pourra pas avancer. Seuls les comités de pilotage non plus. Je pense qu'il faut que ça soit porté vraiment par des instances plus hautes. Et bon, on est encore en train de consultation, mais il y a par exemple le député en fait, de la circonscription de Vichy qui est dans le groupe d'amitié franco-allemand. Voilà, donc du coup, c'est aussi, on essaie de trouver aussi des parrains pour ce projet. Donc c'est une approche qui est assez globale, voilà, qui est pas une, voilà, ouais, qui est assez globale. Bon, je suis désolée. Merci beaucoup. Un peu. Non, mais c'était très bien. Ça permettait de comprendre comment ça se mettait en place sur le terrain, avec qui, pour faire quoi. Je voulais revenir plus tard sur le soutien et son importance ou pas du monde de la sphère politique. Je sais que Philippe voulait ajouter un exemple, mais je voulais quand même permettre, pour que tout le monde ait la parole déjà une première fois, à Tobias Buteau de parler pour l'OFAGE. En termes de réseau, puisque c'est un peu la base, c'est le terreau de ces pôles de synergie, en termes les réseaux, le réseau, l'OFAGE, c'est évidemment ce que c'est, puisque après une telle longévité de plusieurs décennies, maintenant on a passé la barre symbolique des 10 millions de jeunes qui ont participé à tous vos échanges. Quel rôle peut jouer l'OFAGE pour aussi faire connaître et être un des acteurs de ces pôles de synergie, les faire connaître, jouer un rôle. Et puis évidemment, ça a déjà été évoqué, bon, il y a évidemment le financement incontournable de pas mal d'échanges et autres mesures mises en place pour lesquelles l'OFAGE, le Fonds citoyen franco-allemand sont incontournables. Merci beaucoup pour ta question et surtout félicitations aux organisateurs pour ce congrès, évidemment, mais aussi pour choisir tout de suite ce sujet de ce première table ronde, parce que c'est vraiment, je pense, on est tous et toutes d'accord au cœur de notre bataille pour l'avenir du franco-allemand, la question de l'apprentissage des langues. Je pense que cette méthode que vous avez développée, que vous êtes en train d'établir, est très 21e siècle.
Et je pense que c'est aussi vraiment dans l'idée du traité d'Aix-la-Chapelle, article 10, qui était sur l'écran il y a un petit moment. Évidemment, il faut aussi féliciter les gouvernements qui ont quand même coécrit cet article 10 et qui ont dit il faut développer des stratégies pour la promotion des langues. D'ailleurs, c'était tout de suite réalisé d'un point de vue politique et administratif, surtout d'une perspective allemande, c'était assez rapide. La signature des stratégies pour la promotion, pour l'apprentissage des langues en novembre, je pense, 2022. Oui, même si les objectifs à moyen terme en 2025 n'ont pas été atteints. Ça arrive dans la vie. La vie est un processus, mais je pense vraiment, et là, je pense l'OFAGE peut aussi apporter quelque chose. L'OFAGE, oui, c'est une organisation internationale. Mais quand même, l'idée de l'OFAGE, l'idée du Front citoyen, l'idée aussi de l'UFA et l'idée générale de l'amitié franco-allemande, ça veut dire on est tous et toutes un réseau. Le franco-allemand, c'est nous tous et toutes ensemble. Et on peut, je pense, d'un point de vue historique, si on analyse les effets, la force aussi de la société civile, la force, je pense là par exemple à la fermeture des instituts Goethe ici en France en 2023. Oui, le cri de cœur, malheureusement les instituts étaient fermés à la fin, mais c'était aussi une force de la société civile de signaler c'est une erreur, il faut toujours continuer de promouvoir l'apprentissage des langues. Et là, cette méthode 21e siècle, réseau, basé, ancré en fait dans le terrain, c'est quelque chose que l'OFAGE fait depuis un moment. Donc on a plusieurs réseaux. À l'extérieur, vous trouvez 3 jeunes ambassadrices, jeunes ambassadeurs de l'OFAGE qui travaillent comme beaucoup dans cette salle à titre bénévolat pour promouvoir l'amitié franco-allemande. Le Front citoyen, par exemple, soutient un réseau des référents régionaux qui en fait aussi un véritable succès, je pense, depuis sa création. Où l'OFAGE, par exemple, on a mis en œuvre, c'était mentionné aujourd'hui aussi, un nouveau programme Génération Europe. J'étais au début de cette semaine à Varsovie parce que cette année, pour ce programme des jeunes talents franco-allemands, le sujet c'est le triangle de Weimar. Mais là aussi, encore une fois, cette méthode des réseaux, intelligence collective, pas artificielle, intelligence collective, mais à la fin, je pense cette méthode de réunir toutes les forces ensemble, c'est aussi pour soutenir la politique, pour réaliser en fait les objectifs chiffrés. Cette année, c'était pas encore un succès, mais c'est à venir. Oui, pour rappel, on s'était engagé en 2022 à atteindre une augmentation de 5% d'ici 2025 des apprenants d'allemand en France et de 10% d'ici 2030. Philippe, tu avais un exemple régional en Bretagne que tu voulais absolument nous faire partager. Oui, et avant, je dirais une phrase quand même. On a entendu qu'il fallait le travailler par le haut, mais il faut le travailler par le bas. Et quelque part, il faut que la société civile régulièrement, justement, ça marche ? Son micro fonctionne ? Ça me Allô ? semble un peu bas. Oui. Il faut que je mâche le micro. Ça marchait bien tout à l'heure. Mais en fin de compte, c'est un peu des vases communicants. Il faut que la société civile continue à se réveiller et se travailler en réseau. J'étais tout à fait d'accord. Je peux des fois sur une table ronde pas être d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Et c'est vrai qu'en même temps, justement, il donne un bon exemple sur le territoire. On est en même temps européen, une organisation internationale, mais l'OFAGE est la première aussi régulièrement sur le territoire. Travaille ou aide des projets qui sont très très liés au territoire, donner des jumelages de mobilité et de mettre des gens, des vrais gens ensemble qui viennent de conditions sociales un peu différentes, qui viennent de territoires différents, urbains, moins urbains. Et c'est peut-être ça qui m'amène. Alors, il faut que vraiment les deux viennent ensemble et savoir, mais comment on structure, comment on fait vivre cette dynamique, ce réseau. Et là, je pense que la FAFA et la DAF sont un pilier, mais ce n'est pas le seul. Et justement, il faudra un moment peut-être se mettre tous autour de la table, pas seulement une table ronde, et de voir comment aussi on peut structurer ça différemment. Maintenant, on a fait des premiers pas.
le pas concret, c'est en fin de compte, on a lancé les pôles synergie d'une façon générale à Versailles il y a 2 ans, au congrès, le 67e. Et en fin de compte, ça a été lancé sur le territoire même, officiellement, à Rennes, lors du jumelage des 60 ans Rennes-Erlangen. Et les élus, tout le monde était très content, ça se passe bien, j'ai des bons contacts. Par contre, je ne suis pas toujours sûr que ce soit des villes de la taille de Rennes qui vont tout de suite se jeter sur ce genre de projet. En fin de compte, pourquoi pas? Ça peut être Nantes, ça peut être Rennes. Mais chez nous, par exemple, c'est venu de Saint-Malo et c'est venu de Pontivy. Et à Pontivy, on a une enseignante, un peu comme Caroline, qui s'est jetée dessus, qui fait partie de la DAF, mais voilà, aussi pas. Et en fin de compte, elle enseigne en même temps en lycée général et en lycée professionnel. Elle connaît les entreprises, elle a des liens avec des centres de culturels à Pontivy et Lorient, et elle essaye de mettre tout ça ensemble. Kate Staker est vraiment quelqu'un de très bien, et je fais une petite pub. Moi, je ne fais pas partie de la DAF, mais ils ont leur congrès lundi prochain et mardi prochain, et ils vont reparler aussi des pôles synergie. Et je pense que ce genre de choses est important de savoir que ça peut être à Vichy, ça peut être à Pontivy, pourquoi pas à Rennes et à Nantes, mais prenons là les territoires qui sont prêts à se mettre en marche et ensemble. Dernière chose, ça dépend quand même, encore une fois, des personnalités qui sont derrière. Ça dépend des profs. Mes enfants, je vais juste, c'est une exception naturellement, partout l'enseignement d'allemand est formidable dans les écoles françaises. Mais ma fille qui a pris l'allemand, elle a souffert. C'était que de la grammaire, elle n'a pas aimé. Et en fin de compte, elle qui a appris aussi l'allemand à la maison, mais oralement, elle a dit j'aurais dû choisir quelque chose d'autre. Et si même dans la même famille, ce genre de, je ne vais pas blâmer des profs. Voilà, il y a toujours dans tous les métiers et on peut peut-être se poser de temps en temps la question de la façon comme on enseigne l'allemand. Quand on va dans les pays nordiques ou aux Pays-Bas, quand on apprend une langue, c'est avant tout un outil de communication. Naturellement, c'est bien de connaître la grammaire. Je suis un peu rapide. Hein. Il y a peut-être des profs dans la salle. Je suis prêt à discuter. Ouais, vous réglerez vos comptes durant la pause. Et c'est vrai que c'est important justement de tenir ça. Et c'est pour ça que je lis apprendre une langue et la culture. Et vraiment s'apprendre. Il y a eu ce fameux moment de Tokyo Hotel, je ne sais pas si vous vous rappelez, un groupe. Et là, tout d'un coup, ça a monté. C'est comme, voilà, c'est ce genre d'événement qui peut faire vivre les relations franco-allemandes. On ne les a pas du tout sur notre radar. Ouais. Et dernière chose, n'oublions pas, mais ce n'est pas le sujet peut-être aujourd'hui, c'est vraiment, c'est dans les maternelles, c'est tout petit. Si vous captez les parents à ce niveau-là, ils vont peut-être se poser moins de questions si l'enfant va prendre l'allemand au collège ou pas. Voilà, je voulais juste dire ça, mais je ne veux pas faire un couteau suisse, mais qu'on pense à tout ça. Merci Philippe. Donc il nous faut une nouvelle mousson pour rebondir dans le franco-allemand, pour rebondir sur Tokyo Hotel et leur hit. Alors, on a évoqué, ça a déjà été évoqué par Caroline, mais peut-être, j'adresse peut-être la question d'abord à Thibaut, c'est-à-dire vous évoquiez l'importance aussi, bien sûr, on a évoqué beaucoup le terreau de la société civile, les impulsions qu'elle peut donner, mais il faut aussi que le politique s'empare de cet aiguillon. Dans quelle mesure, d'abord au niveau de l'éducation nationale, on voit une carte, je ne sais pas si elle est complètement actualisée, où on a quelques points rouges, mais bon, c'est quand même quelques gouttes d'eau dans un océan. Dans quelle mesure le ministère de l'Éducation nationale veut, bien sûr si les acteurs sur le terrain jouent le jeu localement, et est prêt à soutenir ces pôles de synergie pour permettre, c'est l'objectif évidemment, qu'il y ait plus d'apprenants d'allemand en France? Oui, alors je vais répondre à la question. Alors moi, j'ai juste dans les éléments que j'ai donnés au tout début, j'ai aussi oublié, enfin parce que ça m'a paru très 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 naturel qu'on ait soutenu ce qui était l'acteur fondamental de l'Académie de Lyon, c'est la FAPORA qui est ici, qui est présente dans le stand, et on a aussi comme dans
manière très concrète, il y a une volontaire donc du service civique franco-allemand là, qui est recrutée, et ça fait la 6e année, et qui aussi intervient. Donc là, vous voyez, c'est vraiment la mise en réseau aussi avec le comité de jumelage éducation nationale, et qui intervient dans différents cadres, notamment en faisant des petits déjeuners, en faisant des animations. Elle était intervenue lors de la journée académique franco-allemande. Donc ça, c'est un élément que je voulais ajouter, qui est très important, parce que c'est mon lien, en fait, pour développer les pôles de synergie dans l'académie. Et alors, sur le plan politique, oui, en fait, on se réunit très souvent. Enfin, l'inspection générale, c'est comme ça que ça se passe. Hein. L'inspection générale nous réunit de manière quasiment, en ce moment, tous les 6 mois. Pour tenir, c'est monsieur Jonas Sérin qui s'occupe particulièrement de ce dossier, pour suivre l'évolution des pôles de synergie. Et la dernière étape, justement, c'est je pense que Mme Claire en aurait parlé aujourd'hui, d'une convention plus précise pour cadrer vraiment tous les acteurs, les événements qui ont lieu autour de ce pôle de synergie, et puis aussi faire des bilans chiffrés. Donc en fait, oui, on est et d'ailleurs dans ce document dont Monsieur Buteau parlait des stratégies de développement de l'apprentissage, que ce soit donc l'apprentissage du français en Allemagne et inversement, ça fait vraiment partie de ces différents en fait l'inspection et les inspecteurs, on s'est vraiment appuyé sur ce document. Bien sûr, ce qui est plus complexe, c'est une mise en œuvre très concrète, surtout que tous les professeurs sont un peu parfois désespérés du nombre d'élèves qui n'augmente pas, mais c'est sûr que le pôle de synergie, ça fait partie d'un des nombreux leviers qu'il faut qu'on active, de la même manière qu'on peut développer des sections européennes, allemands, qui sont aussi section euro-allemand, section euro-anglais. Enfin, voilà. On a tout un tas d'éléments à développer. Donc le pôle de synergie, vraiment, c'est un des éléments moteurs, mais qui est quand même pas suffisant non plus pour augmenter ce nombre d'apprenants. Mais disons que les pôles de synergie, la particularité par rapport à d'autres leviers que l'on a du point de vue de l'éducation nationale, c'est que c'est quand même un des leviers qui permet vraiment comme on le disait, de mettre en réseau l'ensemble, et puis aussi de soutenir par exemple les professeurs qui font des échanges et qui ne veulent plus faire des échanges parce qu'ils n'ont plus la possibilité, plus le temps, et alors qu'en fait juste à côté il y a le comité de jumelage qui peut aider. Voilà, donc... Merci. Alors là, c'est un petit peu le point de vue, même si vous êtes le point de vue du ministère de l'Éducation nationale. Qu'en est-il du monde politique? Peut-être Tobias, parce que de par tes fonctions, tu côtoies régulièrement les gouvernements, d'abord à commencer par les ministères respectifs de la jeunesse, puisque ce sont eux qui chapeautent l'OFAGE. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a cette volonté, malgré des accords qui sont régulièrement signés et du copier-coller qu'on remet régulièrement dans les déclarations franco-allemandes sur la nécessité d'apprendre la langue du voisin, est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique? Si on écoute par exemple le ministre-président du Bade-Wurtemberg, je caricature, mais pour lui, le français, ça ne sert plus à rien. Donc, est-ce qu'il y a encore cette volonté politique, cette priorité parmi le personnel politique, ou bien c'est un peu un discours de dimanche pour citer l'expression allemande? Merci d'avoir mentionné le ministre-président de la Baden-Württemberg, parce que quand même, à l'OFAGE, parfois, on s'amuse très très bien. On travaille quand même dans le franco-allemand. Et au moment de ses propos sur l'intelligence artificielle, on a posé la question à ChatGPT. Est-ce qu'on pourrait remplacer l'apprentissage du français? Est-ce qu'il faut le supprimer ou pas? La réponse de ChatGPT était très claire. Surtout pas. Ça serait une grande bêtise, je caricature un peu, parce qu'évidemment, on a besoin, et là, tous nos arguments viennent de sortir par ChatGPT, qu'on a vraiment besoin de l'apprentissage du français et de l'allemand. Vous avez fait ça avec un ordinateur de l'OFAGE ou avec un ordinateur indépendant? No comment. Bonne question, je vais le vérifier. Mais
je pense vraiment, on a le vent dans le franco-allemand. Comme l'ambassadeur l'a dit au début, il a cité le Conseil des ministres franco-allemands de Toulon. Évidemment, là, les sujets de l'éducation et de la jeunesse n'étaient pas vraiment touchés, mais on vit quand même dans un contexte géopolitique qui ne fait pas partie de le sujet d'ici là, mais qui fait partie de nos deux sociétés. C'est vraiment un contexte extrêmement difficile. Et autant que citoyen, là, je peux juste dire que je trouve que les conclusions à Toulon pour l'agenda économique dans le domaine de défense, c'est assez fort et c'est pas évident. Pour revenir sur nos sujets là, on ne l'a pas encore annoncé, mais le gouvernement allemand... Une exclusivité pour nous ? Le gouvernement allemand et le Bundestag vient de voter il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, une contribution supplémentaire pour l'OFAGE de 1,6 million d'euros pour cette année. Et pour l'année prochaine, la proposition, c'est une augmentation, ou plutôt une contribution supplémentaire pour l'OFAGE au-delà d'1 million d'euros. Qui sera pérenne. Ça, c'est pas clair, mais ça, oui, je pense qu'il faut vraiment applaudir. Merci beaucoup. C'est en cours de débat parlementaire, mais c'est un signe que le contrat de coalition qui était signé il y a quelques mois, il y a une phrase sur la dimension échange de jeunesse. Et tout de suite traduit, pas dans les accords, mais dans la question la plus importante de la planification politique, et ça c'est la planification budgétaire. Donc ça c'est, je pense, vraiment un signe très très important, mais on a quand même des moments, j'aimerais bien aussi terminer sur ça, des moments d'inquiétude, et d'une perspective OFAGE, c'est peut-être moins les chiffres qu'on connaît déjà depuis un moment, l'apprentissage de langue, mais la mobilité collective, la mobilité de groupe des élèves et la question de domicile, parce que le cœur de l'échange scolaire franco-allemand, c'était l'accueil chez les familles, domicile chez les partenaires. Et l'année dernière, malheureusement, on était dans les deux pays, et d'ailleurs ça c'est pareil pour les échanges scolaires avec d'autres pays du partenaire, avec la Pologne, le Royaume-Uni, etc., etc. Mais les familles ont moins l'habitude, la mentalité d'accueillir des jeunes chez eux, même pour 5 jours. Et là, je reviens, et là, on parle quand même d'une baisse de à peu près 10-12% de ce chiffre. Donc, c'est énorme. Et surtout, on va voir et revoir les résultats dans 10 ans chez les étudiants de l'UFA, chez les jeunes engagés ou moins jeunes engagés dans le secteur de la société civile. Donc là, il y a vraiment, je pense, cette méthode de réseau du pôle qui est primordiale, parce que là, ce n'est pas qu'une question financière, mais il faut soutenir aussi les écoles pour accueillir et pour organiser aussi les échanges scolaires collectifs plus facilement. Merci beaucoup, Tobias Buteau, aussi pour cette annonce positive de l'augmentation budgétaire des moyens de l'OFAGE. Il nous reste quelques minutes, donc je voulais vous donner la parole ou vous donner la possibilité de poser des questions, puisque ensuite nous embrayons sur la table ronde suivante sans pause. Je parle sous le contrôle de Françoise Arnold, qui va se charger aussi de distribuer le micro. On peut peut-être prendre 2, 3, 4 questions, ce qui permettra peut-être de gagner un petit peu de temps. Oui, je voudrais juste amener un témoignage qui va répondre à une de vos questions tout à l'heure. Quel est l'impact d'une intervention sur l'apprentissage de l'allemand? Je vais prendre 3 exemples. La mode Savolex, 2009, 8 élèves en classe bilingue. Mise en place des petits déjeuners allemands que l'on fait au niveau AFAP depuis maintenant 2010. 2014, 2 classes de 26 en classe bilingue. Malheureusement, qui sont tombées à l'eau en 2016. Reprise des petits déjeuners allemands et reprise des classes bilingues. Et maintenant, nous avons de nouveau une classe de 26 élèves en classe bilingue. Donc l'importance des interventions que l'on a en tant que société civile est primordiale. Deuxième exemple, Rive de Gier, au sud de Lyon. Intervention de notre VFA, notre volontaire franco-allemande, doublement du nombre d'élèves. L'année d'après, la VFA n'est pas intervenue. Rechuté,
au nombre d'élèves précédents qui était de 5. Voilà. Donc je crois qu'on a des exemples très, très concrets des interventions. Alors, moi je me félicite qu'on ait M. Chateaubriand maintenant comme inspecteur régional, comme IPR, comme on dit, parce que grâce à son travail qu'il fait avec nous, il y a une très très grande convergence de vues et d'interventions. L'année dernière, notre jeune volontaire est intervenu auprès de 100 classes. Si vous voulez, je voulais juste, voilà, merci, vous donner la possibilité à d'autres personnes de poser des questions. Si vous pouvez, assez bref, de façon à ce que les personnes sur le plateau qui se sentiront interpellées puissent réagir. Allez-y. Eh ben, question très brève. Je voudrais savoir, si c'est possible de le savoir, combien de pôles de synergie ont été mis en place et comment ça fonctionnait et où? Parce que depuis 1h30, je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils sont. Bonne question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, une question par rapport à cet accueil en famille dont vous parliez. On avait commencé à parler avec notre école élémentaire d'un échange scolaire. Et à mon grand étonnement, on m'a dit que l'accueil dans les familles n'était pas possible, hein, qu'il fallait un accueil collectif où chaque famille accueillante devait avoir une espèce de certificat d'honorabilité ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y en est? Là, c'est une question concernant les critères de l'OFAGE ou bien c'est en général? Juste pour savoir. Pour échange scolaire. Ok, donc voilà. Il y avait un monsieur devant. Merci. J'ai réalisé beaucoup d'échanges en tant que professeur entre la France et l'Allemagne, Cuxhaven et Vannes, et on a constaté qu'il y avait des obstacles, disons, administratifs venus de l'académie. Et c'est surtout quand il y a un professeur qui part à la retraite, le successeur n'est pas fixe. Alors, il reste là peut-être pour 1 an, il ne sait pas, donc il n'a pas envie d'organiser un échange. Et ça, c'est un très grand obstacle. Est-ce que vous travaillez là-dessus aussi? Bien. Qui souhaite répondre à l'une ou plusieurs des questions, d'ailleurs? Je peux répondre à la dernière question. Oui, c'est vrai que quand il y a... Moi, ça fait que 3 ans que je suis inspecteur, donc j'ai vu des départs à la retraite, et c'est vrai qu'il y a toujours une difficulté de savoir si le poste doit être mis au mouvement, est-ce qu'il va y avoir un titulaire. Alors, la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, c'est si le poste n'est pas mis au mouvement et qu'il n'y a pas de titulaire, mais qu'il y a un TZR, c'est-à-dire un titulaire en zone de remplacement, c'est vraiment entre le chef d'établissement et l'inspecteur d'essayer de suivre la continuité. Mais c'est vrai qu'il faut être très attentif à ça. Et souvent, il y a une année, c'est vrai, sans échange, ou bien voilà, faire en sorte que l'IPR puisse porter, surtout quand c'est un échange, là je veux un exemple où c'est un échange avec un comité de jumelage, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une continuité. Mais on essaie, mais ça c'est vraiment dans chaque académie, et ça faisait partie d'ailleurs des points de notre feuille de route, d'éviter aussi qu'il y ait une instabilité un peu quelques années un prof d'allemand, puis un autre, et puis parce que du coup ça fonctionne pas. Donc normalement tous les IPR sont amenés à essayer d'améliorer de la même manière qu'on doit faire en sorte qu'il n'y ait plus de professeurs sur 3 établissements par exemple. Voilà, donc ça, c'est pour ça qu'on fait aussi des interventions quand il y a des professeurs il y a beaucoup de professeurs qui sont sous service par exemple, qui peuvent pour le coup intervenir dans le premier degré, voilà, pour éviter aussi qu'il y ait une dispersion aussi du service. Mais c'est vrai que ça, il faut vraiment que ce soit IPR est chargé de mission d'assurer cette continuité. Voilà, pour ça. Et pour les conditions pour les échanges, c'est peut-être plutôt... Je ne vois pas bien oui, il faut qu'il y ait vous disiez une chambre, des conditions pour l'accueil. C'est ça, madame? Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui a... Non. D'accord, c'est le premier degré. Alors le premier degré, c'est vrai que c'est un peu moins... Bon. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à la question de madame. Il y avait aussi la question très précise du nombre de pôles de synergie mis en place. Je ne sais pas si on a un chiffre... Et ça, il faudrait regarder sur la carte. Au jour de... Alors, officiellement, on en a, je crois, maintenant 7 vraiment mis en place, et il y a 7 environ qui sont naissants. D'accord. Dont le vôtre. Ça bouge.
Voilà. Et par exemple, pour la Bretagne, on a mis Rennes là en ce moment, mais il faudrait mettre Pontivy et bientôt sûrement Saint-Malo. D'accord. Donc les chiffres progressent. Est-ce que quelqu'un veut encore réagir à l'une ou l'autre question qui a été posée? Ouais. Vous voulez répondre? J'ai pas compris. D'accord. Oui. Oui, le président d'AFAP n'est pas là, c'est bien dommage parce qu'il est également président du FOLEP. Il nous partageait la semaine dernière que les contraintes sont de plus en plus importantes. En fait, elles existent depuis 20 ans, mais jusqu'à présent, les autorités n'y faisaient pas trop attention. Mais si vous emmenez un groupe en Allemagne, il faut faire un dépôt auprès de Jeunesse et Sport. Il faut que la famille d'accueil qui reçoit un jeune, il faut en effet qu'il y ait une preuve de moralité. Les jeunes, vous ne pouvez pas mettre des jeunes dans une famille s'il n'y a pas les parents. Voilà. Il y a toute une série, mais je crois que Philippe, Eric, t'a expliqué tout ça. Oui, mais je ne vais pas commencer à l'expliquer, c'est extrêmement compliqué. Et c'est sûrement une des raisons pour laquelle il y a une diminution des accueils dans les familles. Ce n'est pas pas que du fait d'un changement de mentalité, mais c'est aussi le fait que la mise en place d'une administration beaucoup plus pointilleuse. Et c'est géré au niveau départemental. Il faut tomber sur les bons interlocuteurs. Et voilà, j'avais un cas, entre autres, dans le Finistère. Voilà, et c'est comme ça qu'on a échangé ensemble avec Eric. Je pense que voilà, je pense qu'on est dans des sociétés à tort ou à raison qui se sécurisent de plus en plus et qui bureaucratisent les choses. Il y a derrière, quand même, si ça a été mis en place il y a 20 ans, il y a eu aussi des incidents qui ont amené à ça. Voilà, qu'il ne faut pas cacher non plus. On peut atterrir dans une famille où il y a de la malveillance pour être gentil. Et c'est vrai que c'est tout ça dans ce cadre-là que ça correspond plus à ce qu'on peut entendre de gens qui faisaient de la mobilité dans les années 60 ou 70, où on prenait un car, on allait là-bas et on se mettait dans les familles. C'est sûr que ça a changé et il faut essayer de voir comment... Alors je ne sais pas comment, si l'OFAGE peut nous aider aussi un peu. Toujours, c'est notre rôle. Mais je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que vous avez dit parce que il faut différencier aussi pour les écoles primaires. Hein, là, c'est devenu un peu plus compliqué, mais pas nécessairement... Voilà, par exemple pour les élèves à l'âge de 14 ans. Et ça, c'est, je pense, aussi pour nous ici, avec ce développement des pôles de synergie, le point très important, c'est quand même aussi la dimension financière. Même l'OFAGE, en soutien, et parmi vous le savez parfaitement, qu'on soutient beaucoup trop peu les échanges scolaires. Et ça, c'est quand même, pour revenir à la question de l'apprentissage des langues, la question de mobilité est primordiale, parce qu'on peut enthousiasmer les jeunes pour tomber amoureux du français ou de l'allemand. Et là, il y a pas mal d'échanges scolaires que par élève, voilà, ils reçoivent un soutien de 30, 40, 50 euros et les familles doivent payer beaucoup plus. Donc, je pense aussi, dans cette idée, 21e siècle, réseau, pôle de synergie, pourquoi pas d'identifier aussi des sponsors privés, des entreprises locales qui aiment cette idée, qui ont besoin l'avenir aussi pour leur entreprise, des jeunes qui apprennent l'allemand, qui parlent le français, et comme ça, voilà, aider aussi les familles qui ont le besoin, simplement. Merci Tobias, merci à toutes et à tous pour toutes les informations que vous nous avez livrées sur ces pôles du Synergie. Je crois qu'on a pu mieux comprendre comment ça marchait, quelles difficultés pouvait y avoir, quels atouts ça apportait. Peut-être que ça donnera des idées à certaines personnes dans la salle. Comme je le disais, la table ronde suivante commence, je parle sous le contrôle de Jean-Michel, c'est maintenant. La table ronde des étudiants consacrée aux défis interculturels franco-allemands dans les enjeux de la transition écologique. Donc on va on va faire de la place sur le podium pour permettre aux plus jeunes d'y prendre place. Merci encore pour votre attention.